La peste noire en Sicile au XIVe siècle. Voici que, en octobre de l'année de l'incarnation du Seigneur 1347, vers le début du mois d'octobre, première indiction, des Génois, sur 12 galères, fuyant la colère divine qui s'était abattue sur eux en raison de leur iniquité, accostèrent au port de la ville de Messine. Ils transportaient avec eux, imprégnés dans leurs eaux, une maladie telle que tous ceux qui avaient parlé à l'un d'entre eux étaient atteints de cette infirmité mortelle. Cette mort immédiate, il était absolument impossible de l'éviter. Voici quels étaient les symptômes de la mort. En raison d'une corruption de leur haleine, tous ceux qui se parlaient, mêlés les uns aux autres, s'infectaient l'un l'autre. Le corps semblait alors presque tout entier secoué et comme disloqué par la douleur. De cette douleur, de cet ébranlement, de cette corruption de la laine, naissait sur la cuisse et sur le bras une pustule de la forme d'une lentille. Elle imprégnait et pénétrait si fortement le corps que l'on était pris de violents crachements de sang. Les expectorations duraient 3 jours sans discontinuer et l'on mourait quels que soient les soins. La mort ne touchait pas seulement ceux qui leur parlaient, mais également tous ceux qui achetaient de leurs affaires, les touchaient ou les approchaient. Comprenant que cette mort soudaine s'était abattue sur eux à cause de l'arrivée des galères génoises, les gens de Messine les chassèrent en toute hâte, et il s'ensuivit une mortalité absolument générale. On se haïssait l'un l'autre à un point tel que si un fils était atteint dudit mal, son père refusait absolument de rester à ses côtés. Et s'il avait osé s'approcher de lui, il était si bien pris par le mal qu'il ne pouvait en aucune manière échapper à la mort. Dans les 3 jours, il rendait l'esprit. La dite mortalité prit une telle ampleur à Messine qu'ils étaient nombreux à demander à confesser leurs péchés aux prêtres et à faire testament. Mais les prêtres, les juges et les notaires refusaient d'entrer dans les maisons. Et comme les frères mineurs, les prêcheurs et les frères des autres ordres voulaient pénétrer dans la maison des dits malades, recevoir la confession de leurs péchés et leur donner l'absolution, la mortalité meurtrière, selon le vouloir de la justice divine, les infectait si complètement que quelques-uns à peine survécurent dans leurs cellules. Que dire de plus ? Les cadavres restaient abandonnés dans les maisons. On donnait aux croque-morts un salaire considérable pour les porter dans leurs tombes. Les maisons des défunts restaient grandes ouvertes, avec tous leurs joyaux, leur argent, leurs trésors. Les gens de Messine, devant ce coup terrible et incroyable, choisirent de fuir la ville plutôt que d'y mourir. Hors des villes, ils établirent pour leurs familles des abris sur les places et dans les vignes. Certains gagnèrent la ville de Catane avec l'espoir que la bienheureuse Agathe, la Vierge de Catane, les délivrerait de cette infirmité. Et les gens de Messine, en fuyant, répandaient le mal. La ville de Syracuse, la ville de Chasca, la ville de Trapani, la cité d'Agrigente furent frappées. La peste qui se répandut à Catane était si forte que ce n'était pas seulement les pustules, que l'on appelait anthrax, mais aussi des glandes qui se formaient dans les différentes parties du corps. Ce texte est tiré de Michel de Piazza dans son Histoire de Sicile de l'année 1337 à l'année 1361. Texte publié en latin et ici traduit. Quelques remarques préliminaires concernant les objectifs du texte. Au premier abord, il paraît évident qu'il s'agit d'une description de la peste de 1347 en Sicile. On y décrit les causes du mal, sa diffusion et les répercussions sociales et morales. Ensuite, dans un second temps, ce qui apparaît, c'est qu'au-delà de la description à chaud, on peut
analyser les mentalités, les réactions d'une société incapable de guérir et même de comprendre le mal qui la frappe. Quelle est la nature de la source? Il s'agit d'un extrait de chronique, genre historique caractéristique du Moyen-Âge, qui se préoccupe essentiellement de relater les faits, sans pour autant négliger toute démarche interprétative. La valeur historique de la chronique varie selon la personnalité de l'auteur et les faits rapportés. Il faut distinguer le récit des temps anciens, donc l'époque des origines, et celui des périodes contemporaines. La nature des faits influe aussi sur l'objectivité du récit, tous n'impliquant pas de la même manière l'engagement de celui qui les rapporte. La fiabilité dépend enfin des partis pris. Les intentions avouées ou inavouées de l'historien et de ses sources, auxquelles la technique de la compilation l'oblige à rester plus ou moins fidèle. Quelles sont les informations connues sur l'auteur et l'œuvre qui peuvent contribuer à établir la valeur historique du document? Le nom de Michel de Piazza évoque celui de la ville de Piazza Armerina, au cœur de la Sicile, théâtre des événements qu'il décrit. Il meurt en 1377, et son histoire est extraite d'une histoire de Sicile de 1337 à 1361, dans laquelle l'auteur rapporte les événements contemporains. C'est un homme d'église, qui ne peut écarter la possibilité d'une intervention de Dieu dans le cours des événements historiques. C'est un franciscain. Les moines mendiants ont souvent fait preuve d'un dévouement particulier pour les pestiférés de la première heure. C'est enfin un intellectuel, que sa formation rend capable de recul, de réflexion et d'analyse. On peut s'attendre à un récit fidèle et précis, bien documenté, même s'il n'est pas complètement neutre dans ses interprétations et ses choix descriptifs. Il s'agit surtout d'une source précieuse pour l'histoire des débuts de la peste noire en Europe occidentale. Les éléments clés du texte sont simples à découvrir. L'auteur décrit le drame que constitue l'apparition soudaine et imprévisible de la peste noire en Sicile. On analyse les symptômes divers, les répercussions sur la société et la diffusion rapide, à partir de son point d'origine, Messine. On s'en tiendra aux grandes lignes de la présentation du contexte historique de 1347, permettant de comprendre les ravages démographiques et moraux de la peste. Tout d'abord, la peste est un mal inconnu de mémoire d'homme. Ensuite, l'Occident est encore surpeuplé, au terme d'une expansion de 3 siècles qui ne s'est ralentie que depuis quelques décennies. Troisièmement, en pays méditerranéen, ces hommes s'entassent volontiers dans des villes fortifiées, ce qui démultiplie les effets du mal. Quatrièmement, le milieu est ouvert au monde extérieur, en relation avec l'Orient, mais aussi au carrefour de plusieurs routes commerciales vers l'ouest. Cinquièmement, enfin, la société reste attachée à ses comportements et valeurs traditionnelles, qu'il s'agisse des relations familiales ou de l'hospitalité envers l'étranger. On s'orientera vers un commentaire thématique qui a l'avantage de respecter assez bien la structure du récit et qui permet aussi de rassembler des informations de même nature, mais éparses. D'abord, la peste, son origine, le diagnostic clinique, les effets de la peste et sa propagation. Ensuite, l'homme face au mal. Commençons donc par les origines de la peste. D'abord, la date qui fait doublement référence au compute chrétien, l'an de l'incarnation et à l'indiction romaine. Attitude naturelle, un clerc lettré. L'année de l'indiction permet de vérifier la date chrétienne de 1347. Octobre, la saison d'été est terminée. Mais l'automne, encore chaud et plus humide en Sicile, se prête bien à la diffusion du mal. La responsabilité directe des Génois est impliquée.
on ne précise pas l'origine des bateaux. 12 galères, ce qui suppose une navigation en convoi. Il faut rappeler l'existence des comptoirs génois de mer Noire, la peste à Caffa en particulier. Le droit de Messine est un passage quasi obligé et une escale commode pour les navires de Gênes. On ose à peine prononcer le mot peste, une fois dans le texte. On lui substitue des termes génériques, maladie, mal, ou des périphrases qui anticipent sur la description de ses effets. Infirmité mortelle, coup terrible. Mais le diagnostic, d'une grande minutie, fruit d'une observation directe, permet aux médecins des époques ultérieures d'en préciser la nature. Deux types de symptômes sont décrits ici. À Messine, tout d'abord, tremblement nerveux et douleur révèlent l'infection et précèdent l'apparition des pustules ou anthrax, les crachements de sang marquant le stade ultime de la maladie. Ce sont les symptômes de la peste pulmonaire, mortelle à 100% dans les conditions du temps. À Catane ensuite, des glandes distinguent des anthrax de Messine. Ce sont les fameux bubons de la peste bubonique, à peine moins mortelle. Quel que soit le diagnostic, l'issue est fatale. Il est intéressant d'analyser le réseau lexical de la mort dans ce texte, les mots et leurs répétitions. Mort, mortalité, mortel, meurtrière, mourir, défunt, survivre, les adverbes et les adjectifs associés. La mort est fulgurante, 3 jours après l'apparition des symptômes, universelle, quels que soient les âges et les milieux. Passons à la propagation du mal. Le phénomène de contagion est vite compris et décrit sous 2 formes. Premièrement, l'haleine, ou plutôt les gouttes de salive expectorées, d'où la référence à une corruption de l'air que l'on trouve ailleurs. Ensuite, le contact direct des malades ou de leurs vêtements et objets familiers. On fera remarquer l'absence de référence à un agent naturel de la peste. Le rat est absent, de même la puce. C'est pourtant elle qu'abrite les vêtements incriminés. La propagation est accélérée par divers facteurs faciles à relever ici. Tout d'abord, la réaction de rejet des pestiférés. Lien entre l'expulsion des Génois et la mortalité générale. Ensuite, la tradition d'assistance aux malades, fatale aux moines mendiants en particulier. S'agit-il d'hommage de l'auteur à ses frères disparus? Surtout, enfin, la fuite des gens de Messine devant le mal. On sait la conséquence de la peur panique. Volonté de fuir la ville où le mal est prisonnier des murailles et recherche de l'air plus pur des champs, les vignes donc. La brutalité de l'attaque et la rapidité de la contamination surprennent l'auteur, à qui les mots manquent pour décrire l'horreur. Que dire de plus? Et le comportement aberrant des hommes. 2 raisons sont invoquées, qui s'enchaînent logiquement. Les fautes des hommes, celles des Génois en particulier, dont le texte dénonce l'iniquité, ce qui peut s'expliquer par les multiples clivages et oppositions qui divisent alors l'Italie. Option politique de Gênes, dans la querelle entre le pape et l'empereur, ou encore appétits commerciaux et territoriaux de la ville ligure, dans la péninsule comme en Orient. La punition qui s'ensuit, logique et implacable, elle s'explique par la colère divine qui poursuit les Génois et toutes leurs relations. Puis la peste devient l'instrument de la justice divine à l'encontre d'un genre humain corrompu. La corruption de l'haleine, 2 fois soulignée ici, peut être interprétée aussi dans un sens moral. Le souffle empesté est le reflet d'une âme noire qui corrompt à son tour l'atmosphère. À ces explications surnaturelles répondent des comportements logiquement irrationnels. Le mal divin ne peut trouver de remède terrestre. Les médecins sont les grands absents du texte.
Seuls peuvent protéger l'humanité les intercesseurs que sont les saints de paradis. Ici la patronne de Catane, Sainte Agathe. La peur de la mort abolit les certitudes et les traditions les mieux établies. La haine et la suspicion empoisonnent les relations sociales. La solidarité familiale est mise à rude épreuve. Le père abandonne le fils, la famille n'enterre plus ses morts, les abandonne dans les maisons contaminées, et il faut payer des professionnels, des croque-morts, pour pallier sa défaillance. Le réflexe de survie l'emporte sur toute autre considération. Que penser des sentiments réels de l'auteur d'après le texte? Les cadres sociaux et institutionnels sont désorganisés. Le notaire et le juge se dérobent à leurs tâches. Le prêtre refuse la confession et le viatique. Tenir compte d'une certaine volonté de dramatisation destinée à mettre en valeur les comportements exemplaires, ceux des moines mendiants, mineurs, prêcheurs et autres, tous frères en religion de l'auteur. L'échelle des valeurs est abolie. Les maisons restent ouvertes et les biens abandonnés à la convoitise des hommes. Plus que tout, en effet, compte la préparation à la mort, issue prévisible. À défaut de pouvoir fuir la vengeance divine, il s'agit d'en limiter les conséquences. La confession et l'absolution des fautes s'imposent dans de telles circonstances, d'où la gravité de la démission collective majoritaire du clergé. Le testament connaît un regain de ferveur en temps de peste. Si le notaire et le prêtre y sont alors associés, c'est en raison de sa nature particulière. Les clauses religieuses et les soucis eschatologiques y occupent une place primordiale, avant les préoccupations strictement matérielles. Concluons en soulignant l'intérêt du texte. On peut considérer qu'il s'agit d'une sorte de cliché pris sur le vif, essentiel pour l'histoire des premiers moments de la peste noire en Europe. Toutefois, des limites ne sont pas à négliger. Tout d'abord, la pseudo-précision du tableau. Aucun chiffrage du nombre des morts. Ensuite, la tentation trop évidente d'exploiter l'événement dans un sens religieux et moral. Troisième point, la tendance à considérer le genre humain comme un ensemble indifférencié devant la punition divine. Les cas d'espèce, les différences introduites par le lieu de résidence, par le rang social, ne sont pas signalées. Enfin, la volonté de sélectionner certains types de comportements inspirés par la peur et le désir du repentir. On connaît des attitudes moins orthodoxes. Mais la peste est à ses débuts, dans un espace géographique encore limité. L'analyse des réactions reste remarquable et indispensable à l'étude des mentalités.